Salut, c'est Chef. Salut, c'est Horizon. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV et aujourd'hui, la review de la 8e Deluxe. Une ombre à l'est. Ouais. Et ça faisait longtemps qu'on s'était plus vu pour un Open the Box. Ah bon? D'accord. Oui, pour le Seigneur des Anneaux. Pour le Seigneur des Anneaux, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, mais sous Nano, on fait tellement de jeux que on se voit tout le temps. On fait des Open the Box tout le temps. On est même obligé de faire des Open the Box en séparé pour pouvoir tout couvrir. Voilà, c'est ça. Allez, donc, cette ombre à l'est, 8e boîte de luxe. Elle était attendue depuis longtemps. Elle se déroule dans le Mordor. Et souvenez-vous, les fidèles de l'émission savent que j'ai toujours dit que le dernier cycle se déroulerait en Mordor. Et on a annoncé que c'était le dernier cycle pour l'instant. Donc c'est une fin, ce n'est pas la fin, mais c'est une fin. Si, c'est un changement dans le mode de parution. Donc c'est une fin. Pour être tout à fait exact. Oui, mais moi j'attends de voir. Hein. Parce que tu sais, tu vois. Alors, attends, le gars de chez FFG qui a fait sa vidéo et tout, hein, avec son petit bouquet, qui fait son Playboy comme ça. Navarro. Oui, Andrew Navarro, hein, Navarro, il s'appelle comme Roger Hanin dans la série, hein, Navarro. Donc, Navarro, j'écoute. Pardon. Et donc, j'en étais où moi? Oui, notre Playboy, là, de FFG, là, il nous dit, on va faire une pause et puis on passera à autre chose au niveau de la parution. Moi, je te rappelle, une gonzesse, quand elle veut te larguer, elle commence toujours par te dire, on va faire une pause. Tu vois? Donc, moi, j'attends de voir le nouveau truc de parution. Sûr, parce que là, le mec de Navarro, il fait comme les gonzesses, il me dit, on va faire une pause. Alors, et puis le problème, c'est que le designer principal du Seigneur des Anneaux, il est passé sur le jeu Marvel, en fait. C'est bien ça, hein, Caleb Grace. Caleb est passé sur Marvel. Voilà. Du coup, son designer, son lead, c'est un peu compliqué de continuer une ligne de parution. C'est l'occasion rêvée de remplacer ce clan pas de service. Ouais, n'empêche que ce clan pas de service nous aura fait plein de cartes avec lesquelles on prend beaucoup de plaisir. Ouais. Et je ne parle pas de regarder des illustrations en privé, hein. Je parle dehors de jeu. J'exagère, comme d'habitude. Maintenant, juste pour clôturer sur ce que tu dis, puisque tu as ouvert la parenthèse, il faut la fermer correctement. Ouais. Ici, en fait, ils nous ont dit, en gros, on n'aura pas de nouvelles, on aura une fin du cycle en 2020, et ensuite, on verra ce qui se passe. Voilà. Ça sent, c'était une hypothèse de Lilian, donc rendons à Lilian ce qui appartient à Lilian. C'était une hypothèse de Lilian que, en fait, cette pause est pour étudier comment marche le nouveau modèle économique introduit par Marvel, parce que y a pas de secret, hein. L'économie est derrière, hein. Si les jeux sont paresse, c'est qu'il y a de l'économie, donc c'est normal. Et donc, étudier un petit peu le nouveau modèle économique de Marvel. Pour ceux qui s'interrogent là-dessus, je vous renvoie vers la chaîne Marvel JCE TV. La deuxième vidéo de la chaîne où Shep explique les modèles d'extension. Voilà, et donc pour voir si peut-être ce serait applicable au Seigneur des Anneaux, et oui, ça pourrait l'être tout à fait. Hein. Dans les coops, en fait, ce modèle est tout à fait applicable. Ouais, c'est tout à fait gérable, et je pense que en deux mots, ils vont sortir les cartes joueurs dans des packs différents des scénarios, et je pense qu'il y a des gens qui veulent juste avoir toutes les cartes joueurs et les scénarios c'est moins important, et d'autres qui veulent tout avoir, ou avoir juste les héros qu'ils ont envie de jouer, et puis pouvoir jouer sur plein de scénarios. Alors je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée de le sortir comme ça. Voilà, l'avenir nous le dira. Ouais. En tout cas, soyez rassurés, la SDA JCE TV, elle, va continuer encore au moins 1 an et demi. Donc moi j'ai planifié au moins jusque fin 2021 la SDA JCE TV. Après on verra. Ouais. Après on verra s'il y a eu une relance du jeu ou pas. Donc on a encore beaucoup de temps à passer ensemble. Ah oui, par contre je pense qu'une des infos qui a été donnée aussi, c'est qu'il n'y aurait pas de V2. Oui, ça c'est une certitude. C'est sûr. Et heureusement quelque part. Parce que imaginez, ici on a 8 cycles, je sais pas combien ça fait de cartes, mais recommencer à être limité par un corset, parce que avoir juste le corset au point où on en est dans le Seigneur des Anneaux, ce serait vraiment une limitation. Ouais. Ce serait triste. Et donc je trouve très bien qu'il y ait cette non-fin. De toute façon, une V2 me paraissait déjà hautement improbable, vu l'évolution que les jeux coop ont eu chez FFG ces dernières années avec Arkham et puis avec Marvel qui arrive. Refaire une V2 du Seigneur des Anneaux, donc quand même garder des grandes lignes de base du jeu en apportant des nouveautés, je trouve que c'était trop en retard.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il aurait fallu le faire au 3e cycle. Oui, donc... Ici, après 8 cycles, il y a tellement qui sont sortis. Donc voilà, la V2, il n'y aura pas, et ça c'est une bonne chose pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont pris la collection en route et qui se disent, il y a trop, j'arrive pas à avoir les paquets, c'est vrai que c'est un problème, certains paquets sont en rupture, il y a des réimpressions en cours du cycle 2, si ça peut vous rassurer, donc il y a encore une réimpression du cycle 2 qui est en cours, c'est la 3e ou 4e reprint, je crois, c'est au moins le 3e reprint qu'ils font, donc c'est la preuve que le jeu tourne toujours et qu'ils comptent toujours en vendre, et donc voilà, le jeu n'est pas mort, loin de là. Alors, Shep, moi je te propose un truc, c'est qu'on fasse une mini pause, pour qu'au montage tu fasses une première vidéo news point du jeu, et puis que maintenant... on se retrouve dans 2 minutes pour commencer la nouvelle vidéo. Bon, écoute, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé. Allez, Frodon Sake. Bon, allez, Frodon Sake, je te laisse lire alors. Frodon Sake, c'est un héros commandement qui coûte 7 en menace, 2 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie, donc les mêmes stats que le Frodon Sake énergie. Il a le trait Hobbit. Réponse, quand Frodon Sake s'engage dans une quête, dépensez une ressource de sa réserve pour redresser un autre personnage unique engagé dans la quête. Si vous obtenez un succès de quête durant cette phase, diminuez de 1 votre niveau de menace. Quoi? Ben, je ne sais pas. Avec ça, t'as un secret permanent. Hein. Il te stabilise ta menace comme Galadriel le fait. Ça serait intéressant. Un Frodon Galadriel. Et là, tu diminues ta menace d'un tour de 1 à chaque tour. Hein, Frodon Galadriel. Ouais. Tu peux finir avec 0 de menace. Ah oui, donc... Ah bon, il y a les effets de carte. Dans les decks Hobbit qui sont bas en menace, donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il est de la sphère de la thune, donc dépenser une ressource, ça ne lui posera pas de problème. Ça redresse un autre personnage unique, hein. Ouais, donc c'est loin d'être négligeable en fonction du personnage que tu vas dresser. Ça dresser. fait penser, tu sais, au couple Legolas Gimli. Je ne sais plus lequel devait dépenser une ressource pour dresser l'autre, mais voilà, ça me fait un peu penser à ça. Oui, bah écoute, je pense que déjà de base on avait dans le corset Aragorn qui dépensait une ressource juste pour se redresser. Donc ici ce sera strictement meilleur. Ouais, parce qu'il redresse quelqu'un d'autre. Et il y a une diminution de menace à la clé. C'est ça. Bon, ceci dit, il y a 2 personnes engagées en quête au lieu d'une, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Ouais, donc c'est... Il y a plein d'applications possibles. Je me prends une application basique de chez Basique. Ben, ça te permet de mettre Béravon dans la quête puis de piocher. De base. Sans avoir besoin de courage inattendu, quoi que ce soit d'autre. De base. Vous avez une d'étape de base. Dès le tour 1. Oui. Dès la première phase de quête. C'est une d'étape de base. Ça te coûte une ressource. Voilà. Mais voilà. Donc, il y a moyen de faire des tas de choses avec ça. C'est plutôt polyvalent comme héros. Il ne porte pas un archétype. Non, pas du tout, hein. Non, et puis, enfin, il a 2 de volonté. En fait, il a des bonnes stats parce que 7 de menace, c'est bas. 2 de volonté, bah, c'est tout ce qu'on peut demander. Ouais. Non, il y a ces 2 points de vie qui pêchent toujours un peu, mais ça, c'est des hobbits, hein. On les refera pas. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est intéressant. Ça change pas le jeu. Mais c'est un héros. Un héros surpuissant, mais bon, ça va, quoi. Ça se joue. Ça peut permettre d'exploiter des héros qui ont 2 stats ou qui ont une capacité, une stat, et dès le tour 1. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Ouais, et puis t'imagines avec je pense à un truc, parce que moi je joue beaucoup, c'est un héros que j'aime beaucoup, mais avec un Aragorn tactique qui a quand même 2 de volonté. Ouais, ça te permet d'exploiter sa capa. Ça stat de volonté. Ouais, chose que tu ne fais pas forcément parce que c'est un sac à points de vie, c'est un sac truc, et ça permet de mitiger un peu ces 12 points là. C'est ça, c'est de l'optimisation de stats de héros ou de capa de héros, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors, nous allons maintenant passer à un héros qui est unique. Ouais. Comme tous les autres. Oui, ça c'est drôle. Non, mais unique de par sa conception. Oui, c'est une grande nouveauté. Et c'est très chouette qu'il y ait toujours de la nouveauté. Oui, dans ce cycle 8, il y a plusieurs nouveautés. Donc ça, c'est la première. Voilà, donc... Cycle 9, pardon. Il s'agit de Sméagol. Qui a le trait Gollum. Voilà, Sméagol a le trait Gollum.
C'est un peu bizarre, mais il a 3 de menaces, quoi. 2. C'est des stats de rôdeur. Oui, il y a juste ça. De rôdeur, ouais. Et 3 points de vie. Je pense que c'est juste un point de vie de moins que les rôdeurs. Ouais, c'est ça. Ne peut pas avoir d'attachement. Bon, bah écoute, encore heureux. Mise en place, mélangez 2 exemplaires de puant dans le deck de rencontre. Réponse, quand vous voyagez vers un lieu, augmentez de 1 votre niveau de menace pour piocher une carte. Attention, c'est une réponse, donc ce n'est pas obligatoire de faire ça. Hein. Oh là 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 là, déjà rien que ça, pouvoir piocher une carte quand tu voyages vers un lieu, c'est quand même pas très contraignant hein, comme condition. Voyager vers un lieu. C'est vrai. Donc honnêtement, t'as de la pioche intégrée de base, d'office. Ouais, bah, un bon t'as héros. ta pioche. C'est un bon héros vert en fait. Hein. Et oui. C'est un héros multifonction, il a des stats honnêtes un peu partout. Ouais. Voilà, maintenant il y a quand même la question qui se pose, qu'est-ce que puant? Voilà. Tu l'as trouvé ou... Oui, j'ai trouvé, mais c'est pas affiché. Attends, donc c'est bon, voilà, je l'ai. Ah non, c'est l'autre, ça, c'était à côté. On dit Joe. Je vais aller plus vite. Voilà, je l'ai. Puant. Donc puant, c'est une traîtrise. Donc on va rajouter 2 cartes traîtrises dans le deck. C'est une traîtrise qui a le trait Gollum, qui a renfort. Oui, il faut pas rêver non plus, hein, c'est un effet supplémentaire. Hein, faut pas croire que... Alors une fois révélé, Gollum effectue immédiatement une attaque. Mais qui est Gollum? C'est ça. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, défaussez tous les marqueurs sur Sméagol et retournez-le du côté Gollum. Et oui. Il est donc double face, notre ami Sméagol. Voilà Sméagol. Et puis si on retourne Sméagol, on a... Enfin, Chef va vous l'incruster, mais... Oui, il va falloir que je trouve l'option illusion de rotation, tu vois. Oui, sinon tu mets les deux l'une à côté de l'autre, ça ira très bien. Et donc Gollum, eh bien, c'est la première fois qu'on va lire un ennemi dans ce... Et oui, on va lire un ennemi et c'est pas du spoil. Voilà. Parce que c'est juste le verso du héros. Donc Gollum, c'est un ennemi unique qui a 50 de menaces, 2, 3, donc exactement la même stat que du côté héros, et c'est très bien. Immunisé aux effets de cartes non Gollum. Gollum engage au combat le premier joueur. Forcé, quand Gollum est éliminé, retournez-le du côté Sméagol et renvoyez-le incliné sous le contrôle de son propriétaire. Alors, toute première chose, c'est super fluff. Ouais. Ça, c'est génial. Comme mécanique, on pouvait pas rêver mieux, quoi. C'est ultra fluff. C'est fluff et c'est original. Ouais. Donc le côté ambivalent de Gollum est très bien rendu, et effectivement, c'est super original. Il fallait forcément une compensation à ce 3 de menace et à cette pioche facile auto-include dans le héros. C'est stats, quoi. Normalement, un héros comme ça, c'est 12. Hein. Oui, mais le record de Glorfindel, là, qui était à 5, est bien battu ici. Oui. Hein. Bah non, la contrepartie, c'est pas une lumière de Valinor qui va t'en débarrasser. Hein. Non, mais... Ah oui, non, le puant est immunisé au... Non, TSV, quoi. Oui, un TSV. N'importe quel cancel de traîtrise. C'est vrai, et il y en a en vert, donc... Donc, puant est gérable. C'est vrai. C'est pas une fatalité, ce puant, c'est tout à fait gérable. Voilà, il y a moyen... Voilà, je pense que tu joues Sméagol, ben, tu t'arranges pour avoir de quoi gérer puant. Et comme ça, t'es jamais emmerdé. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. Alors, parce que, bon, il n'a pas l'air fort comme ça, ce Gollum, 2, 3. Bah, oui, mais... S'il y a des attachements ou des... Oui, mais tu vois, c'est un héros, pouf, qui devient un ennemi. Attends, dis. Immunisé aux effets de cartes non Gollum, donc, les cartes de rencontre sont inclus. Ouais, donc ça veut dire que Gollum, il sera jamais qu'à ces stats-là, en fait. Ouais, et il n'aura jamais d'effet d'ombre. Bah si, enfin, tu vois, c'est immunisé aux effets de cartes non Gollum. Ah ouais. Donc, c'est immunisé aux effets d'ombre aussi. Ouais. Oh bah alors, 2 d'attaque... Bah, en tout cas, moi, ça me paraît cohérent. Immunisé aux effets de cartes non Gollum, ça inclut... Enfin, quoique, non, je dis peut-être des bêtises. Non, moi, je pense plutôt que c'est les effets... C'est un effet de carte, hein, une carte ombre. Non? C'est pas un effet de carte. Immunisé aux effets de carte non Gollum. Ça veut dire que les attachements, il peut pas avoir d'attachement. Il peut pas avoir d'attachement sur lui. De rencontre ou autre. Il peut rien avoir sur lui. Donc, c'est juste un ennemi. 1, 2, 3. C'est pas un ennemi qui semble méchant comme ça, mais faut vous dire que vous perdez un héros.
Et puis ça veut dire qu'il y a le renfort. Et si jamais vous aviez stacké des ressources oui, dessus, voilà. Donc Gollum, c'est pas quelqu'un sur lequel il faut stacker, on va rien attacher parce qu'il ne peut rien recevoir. Donc Gollum, c'est vraiment quelqu'un qui va être là pour sa stat de menace, qui est extrêmement basse. Grâce à Gollum, le secret devient possible avec des tas de héros. Il ouvre un tas de builds secrets, ce Gollum. C'est absolument énorme. Tout ce qu'il ouvre comme build secret. C'est incroyable. Avec Gollum Glorfindel, vous êtes à 8 pour 2 héros. Vous pouvez rajouter un Aragorn à côté et être en secret. Tu peux mettre, comment elle s'appelle encore, Éowyn, et tu rajoutes juste 6, t'as 14 et... Tranquille. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Et t'as une belle... T'as 6 tours de secret. Donc, oui, il y a Éowyn qui t'a pas 10, t'as... Autant dire qu'en Hobbit aussi, hein, il va maintenir le secret fort bas. Pour des stats qui sont plus que correctes, avec de la pioche intégrée, enfin... Non, c'est sympa. C'est très sympa. Ça donne vraiment envie. Bah oui, c'est une mécanique spéciale, c'est chouette. C'est chouette. Bon, bah je pense qu'on va passer... Je pense qu'on en a fait le tour, hein. Oui. Alors, bah c'est à... je sais plus, c'est toi. C'est à moi. Donc, un allié, donc des Ruffins. On va faire les alliés. Hein. Donc, des Ruffins est un allié énergie qui coûte 3, 1 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie. Il a le trait Gondor et guerrier. Il est unique. Il a le trait à distance. Enfin, il a le mot-clé à distance, pardon. Réponse, quand un ennemi engagé au combat avec un joueur est détruit lors d'une attaque à laquelle participent 2 Ruffins. Défausser 2 Ruffins pour diminuer de X le niveau de menace du joueur engagé au combat. X étant la menace imprimée de l'ennemi détruit. Attends, parce que... Donc il est à distance. Ça c'est bien. Particulièrement, défausser des Ruffins pour diminuer de X. Ok, donc tu peux défausser le monsieur pour... Bah c'est marrant que ce qui soit Gondor. Je me suis attendu à avoir un Rohan qui fait ça. Et j'ai même cru que c'était une erreur. Et t'as été vérifié que des Ruffins c'était bien Gondorien? Non, j'ai pas été vérifié. Ah, attends. Mais je me suis dit, mais c'est la mécanique Rohan. Pourquoi est-ce qu'il est Gondor? Ça n'a pas de sens. Je devrais taper des Ruffins tout court. Un fandom, hein c'est le fils de Dunir. Oui, mais c'est pas le Dunir qu'on connaît, hein. Non, mais ça s'écrit pas pareil. Ouais, c'est Gondor. Ah ben. Ils sont venus du Morton pour aider à défendre Minas Tirith. Eh oui, mais c'est un Gondor, c'est étonnant parce que c'est une capa vraiment de Rohan. Ça aurait peut-être été trop fort en Rohan en fait. Ça aurait peut-être été trop fort en Rohan. Je sais pas, parce que... pu... Écoute, tu défausses quand même. Enfin, il coûte 3. Hein. Il coûte 3 et tu es obligé de le défausser pour pouvoir espérer faire une baisse de menace de combat. 2, 3... Oui, maintenant, quand tu le défausses, tu sais ce que tu fais. Oui. Tu vois, c'est pas une carte où tu défausses puis tu dois piocher quelque chose pour voir. Ici, tu peux diminuer de 3 de menace. Ça peut être très bien si tu as une manière de le récurser avec tenir et combattre, par exemple. Bien sûr, il y a moyen de le jouer en boucle. Là, ce de Ruffin, il coûte quand même 3. Vouloir récurser de Ruffin à coup de 3, je suis pas sûr que ce soit bien rentable. Alors, c'est peut-être pas rentable, mais parfois, c'est peut-être une solution de secours. Tu vas mettre ton dé Ruffin. Et puis, il va être défaussé à un moment, et puis en tenter, parce que t'es dans la mouise au niveau menace, comme t'as tes tenir et combattre, et dans ton panel d'options, t'auras des Ruffins, tu seras content de l'avoir. Oh, maintenant, dans un deck Gondor Boromir, il tape à 3, hein. Ça devient pas dégueu du tout. Hein. Non, 3, c'est très bien. Donc, voilà, je suis déçu, je l'aurais plutôt vu en Rohan. Je vais faire mon Aorakis, j'aurais préféré qu'il soit. Bon alors, Faramir connaissance en deuxième. 50e version à Faramir. Il a eu un allié, 2 héros. C'est hallucinant. C'est la 4e version de Faramir. Parce que c'est pas lui qui a leur corps. Si tu ne comptes pas les versions communautés de Bilbon et de Aragorn, évidemment. Ah, j'allais dire Aragorn. Aragorn, il a 3 versions héros. Mais il n'y a pas d'allié. Non. Mais il a aussi 2 versions communautés. Ouais, mais t'as dit qu'on les comptait pas. On les comptait pas. Si on compte pas les versions communautés, je me demande si Faramir n'est pas le recordman avec 4 versions. Enfin bon. Le fait est que
Notre ami Faramir, il coûte 4, il a 2 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense et 3 points de vie. Il a les traits Gondor, noble et rôdeur. Et ça dit, réponse, quand Faramir entre en jeu, choisissez un ennemi non unique de la zone de cheminement engagé au combat cet ennemi, et infligez-lui 2 dégâts, 4 dégâts s'il y a un attachement sur cet ennemi. Ouais, c'est des mécaniques que je ne joue pas, moi, donc j'ai un petit peu de mal à estimer vraiment sa force. En fait, quand t'as mis entre en jeu... En fait, si tu joues... Déjà de base, c'est pas mal, hein, je veux dire 4 pour tes stats comme ça... Ouais, c'est plutôt pour les decks pièges, non? Ah bah, tu vas avoir sa quintessence dans les decks pièges, mais justement, moi j'ai essayé de revoir ça en dehors du deck piège. Ouais, rapport coût-stat de 2, 3 pour 4, je trouve ça cher. Ouais, mais il y a les 2 dégâts directs aussi que tu oublies. Oui, 2 dégâts directs. Ouais, c'est pas rien, hein. 2 dégâts directs. 2 dégâts directs. C'est loin d'être négligeable, et je pense qu'il faut vraiment le considérer dans son coût. Sinon, 4 c'est trop cher. Hein. Ouais. 4 c'est trop cher. Parce qu'on avait... C'était un allié qui coûtait... Attends, un tracker du Nord, il coûte 4, il a 2-2-2-3, il a une capa plus puissante que ça. Ouais, soyons aussi simples que ça. Tracker du Nord... Oui, mais c'est pas la même chose. Tu parles de volonté, ici on est sur de l'attaque du dégât direct. Oui, mais ici, peu importe, ici c'est juste une fois, le tracker du Nord, ouais, c'est à chaque tour. C'est juste une fois, mais tu peux le récurser, tu peux faire des attaques... Le récurser à 4 ? Tu pousses, là, hein? Bah non, une attaque furtive. Je vais une attaque furtive sur lui. Je joue descendant de Tormondor, alors, hein, c'est 2 plus 2, descendant de Tormondor, avec attaque furtive. C'est 4 dégâts directs. Ouais, mais si tu joues pas tactique... Tu vas me dire, la bonne réponse aurait été, on s'en fout de la sphère quand on joue une attaque furtive. Non, moi je trouve que ça se fait. Ça se fait, mais c'est plus... Parce que tu veux défendre Faramir. Ouais. Non, mais ça se fait. C'est pas obvious, mais ça se fait. Ça se joue. Allez. Bon, c'est... Ah oui. Bah oui. Alors, nous avons... Ah, c'est déjà mieux, ça. Donc, Merry. Merry, lui aussi, c'est déjà un certain nombre de versions qu'il a. Oui, il a eu des héros, il y a eu des... Donc, Merry, c'est un allié commandement qui coûte 2 de volonté, 0 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie. Il est unique, il a le trait Hobbit. Réponse, quand Merry entre en jeu, chaque allié unique que vous contrôlez gagne plus 1 de volonté jusqu'à la fin du tour. Bah déjà, pour moi, 2 de coups pour 2 de volonté, c'est déjà un bon rapport coût-stat. Oui, et puis de base. Son petit bonus par après est pas mal. Oui, mais lui, tu peux le récurser. Bah écoute, à chaque fois qu'il va rentrer en jeu, pim, plus 1 de volonté à tous les personnages uniques. Ouais, en fait, c'est un faux Sylvain. Mais il y a une mécanique qui se dessine au Hobbit Jump. Ah ouais? Ah oui, avec Tom Showman, chaque fois qu'un Hobbit entre en jeu, il a plus d'1 attaque. Donc il y a une mécanique Hobbit Jump qui se dessine. Pour le moment, il n'y a pas encore la carte qui va te permettre de ramener tes Hobbits dans ta main et de les reposer. Il faut aller bidouiller avec des attaques furtives, avec les nez en altitude, etc. Il faut aller bidouiller avec d'autres choses, avec les tenir et combattre. Enfin voilà, il faut aller bidouiller avec d'autres choses. Mais il y a un Jump Hobbit qui est en train de se dessiner, très honnêtement. D'accord. C'est moins obvious que les Sylvains, c'est plus compliqué, mais... Oui, je sais pas, il faudrait regarder exactement les... Tu vois, comparer les cartes Hobbit et les cartes Sylvain. Les cartes Hobbit, pour moi, apportent un avantage quand elles entrent en jeu plus puissant que les cartes Sylvain. Mais c'est plus difficile de les faire jumper. Attends, ça, il n'y a aucun Sylvain qui va te mettre plus 1 à 5, 6, 7 personnages quand il entre en jeu. Non, en effet. Par contre... Généralement, dans les decks Sylvain, tu joues Galadriel qui donne plus 1. Ben oui, mais dans les decks Hobbit aussi. Moi, mon deck Hobbit qui joue Galadriel, ça marche très très bien. Ah oui, j'imagine. Ça marche très très bien. Tu l'as joué, lui? Non, je vais l'intégrer. Je viens de l'intégrer dans le deck. J'ai pas encore testé, mais c'est sûr qu'il a sa place, très très clairement. Hein, donc... Oui, en plus, chaque personnage... Ah non, chaque allié. Ouais, vous verrez d'ailleurs très bientôt ce deck sur la SDHTV d'ailleurs. Hein. Ok, bon. Écoute, moi je suis pas transcendé, mais en même temps, je dois reconnaître que ça peut être bien, mais il faut avoir plein d'alliés uniques.
Oui, donc, mais... donc ça veut dire plutôt une courbe de coups. Mais la boîte est bien faite, hein, tu vas voir. Ah bah oui, je me doute bien. Il y a son copain avec... Allez, suivant. Il y a Pipin qui vient avec en tactique, qui coûte 2, qui a 2 de volonté, 0 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie. Pipin gagne plus d'attaque tant qu'il attaque un ennemi ayant un coût d'engagement en combat supérieur à votre niveau de menace. En Hobbit, généralement... Voilà, donc ça devient un 2-2-0-2. Réponse, quand vous engagez au combat un ennemi ayant un coût d'engagement en combat supérieur à votre niveau de menace, redressez Pipin, comme c'est bien fait la vie. Il est excellent. Tu l'envoies en quête. T'engages un ennemi, tu le redresses, t'as un 2 d'attaque en plus. Il est excellent. En gros, vous avez un perso qui pour 2 de coups a 2 de volonté, 2 d'attaque. Et utilisable tous les deux dans le même tour. C'est excellent. Ouais. C'est excellent. Ouais, je suis d'accord. C'est excellent, et justement, lui aussi, il va rentrer dans mon deck Hobbit Galadriel, Tom Showmin Galadriel. C'est évident qu'il rentre, c'est excellent. Et alors, si t'es dans un Tom Showmin, tu fais entrer Pipin, il a son plus 2 d'attaque, et puis il se redresse, il a 4 d'attaque le tour où il rentre en jeu. Je me souviens plus de ce qu'il fait Tom Showmin. Tom Showmin, tous les alliés Hobbit qui entrent en jeu ont plus 2 d'attaque le tour où ils entrent en jeu. Ah oui, ok, donc lui, il arrive, bam, 4. Ouais. C'est un Silverbar. Ouais, pour un tour seulement. Ouais, mais voilà. Donc, excellent ce Pipin, vraiment très très sympa, et pas uniquement cantonné au deck Hobbit ou au deck secret. Bon, en menace, c'est bien. Plutôt bas en menace, mais... tu vas pas jouer ça dans du Neda. Non, bien sûr. Mais voilà, ça peut se jouer dans un deck qui est relativement bas en menace, ça rentre très très bien. Et ça permet d'intégrer du tactique et d'avoir de la force de volonté. Donc vraiment très 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 bien ce Pipin, et ceci clôture les alliés. Alors on passe à quoi? Aux attachements? Parce qu'en événement on en a que on va passer aux attachements. Ok. Il y en a un attachement. Ouais. C'est à moi. Oui, donc oui, il s'agit de décourager les poursuivants. C'est un attachement connaissance qui coûte 1, qui a le trait condition. Attacher cette carte au lieu actif, limite 1 par lieu. Donc la mécanique des lieux continue ici. Le lieu attaché gagne plus 2 points de quête. Donc ça rend le lieu plus difficile à explorer. Alors qu'est-ce qu'on a en contrepartie de ça? Réponse, quand le lieu actif attaché est exploré, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé, placer ce lieu dans la zone de cheminement pour choisir un ennemi non unique dans la zone de cheminement et le mélanger dans le deck de rencontre. Alors ça va rentrer dans la mécanique Rôdeur en fait. La mécanique Rôdeur qui garde les ennemis en ZC, qui n'a pas envie de les engager, et il y a un moment où il y a peut-être un ennemi que tu vas pas pouvoir éviter, donc ça peut éventuellement jouer. Maintenant, en dehors de ça, ça se joue pas. Ça se joue, mais c'est compliqué. 1, il te faut un lieu actif. 2, il te faut une ressource verte. 3, il te faut... Enfin, la ressource verte, bon. Bon, ouais, okay. Allez, je suis de mauvaise foi. Mais bon. C'est vrai, hein, dans la liste de prérequis, bon, il faut posséder le Seigneur des Anneaux. C'est vrai. C'est un prérequis. Oui. Il faut un compteur de menace. Il faut des jetons ressources. Alors, ouais. Il faut explorer le lieu et que le timing se porte bien pour que cet ennemi, justement, t'ait besoin de le bazarder et faire venir un autre lieu à la place. Non, enfin, tu dois faire venir un autre lieu. Oui, je sais. Mais quand t'as un ennemi gênant, tu joues ça sur le lieu actif, tu boostes ta quête, et puis voilà. Voilà. Ouais, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le genre de mécanique que je ne joue pas. Bah oui, je sais. Donc, je vais pas aller plus loin dans le bâchage de cette carte. Parce qu'on va encore dire, ouais, Chap, il exagère, je suis jamais d'accord avec lui. Mais non, voilà. Ça se joue. Maintenant, c'est un build de niche, quoi. C'est pas généraliste du tout. Un build de niche, j'aime bien la formulation. C'est vrai. Ouais. Ça va pas se jouer partout. En dehors des decks rôdeurs. Ouais. Et les decks rôdeurs, tu les joues pas trop en solo, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus fort, ou en tout cas tu les joues sur des quêtes plus faciles.
Enfin, c'est mon opinion. Hein. Quand je dis rôdeur, c'est vraiment les rôdeurs qui gardent les ennemis en ZC, qui jouent plutôt les pièges. Ouais, le bon vieux Faramir 1. Faramir Connaissance. Ah, moi je l'aime bien lui. Oui, je sais que tu l'aimes bien. C'est le premier héros avec lequel j'ai fait un beat dont j'étais content. Sur le Seigneur des Anneaux. Enfin. Bien, alors, il y a un événement. Ouais. Commandement. Et c'est pour moi. Et donc c'est l'Orage Gronde. C'est un événement gratuit qui se joue en phase d'organisation. Et c'est dit action, chercher un ennemi. Parmi les 5 premières cartes du deck de rencontre, placez cet ennemi dans la zone de cheminement pour réduire de X le coût du premier allié que vous jouerez durant cette phase, X étant la menace de cet ennemi. Mélangez le deck de rencontre. Alors ça, pour un Dunedain, c'est du pain béni. Ah ouais. J'étais en train de me dire que cette carte était complètement à chier en commandement. Et puis, en fait, c'est vrai qu'en Dunedain, Un Martinul, quoi. En Dunedain, ça peut être bien. En Dunedain, ça peut vraiment être bien. Parce que tes alliés, ils coûtent cher. Ouais, c'est ça. Tes alliés, ils coûtent cher, et du coup, les ennemis, tu veux des ennemis. Ceci dit, en plus, c'est une carte qui coûte 0. Donc... C'est gratuit. Hein. Ah, bon, si jamais ça marche pas, bah t'as juste perdu une carte, quoi. Ouais. Pas non plus voilà. trop grave. Bon. Ouais. Bon, maintenant, il faut vraiment que ce soit ça aussi dans un deck spécifique. Hein. C'est pas quelque chose de généraliste. Non, ça. bien sûr. Ça, enfin... Il faut pouvoir gérer les ennemis, quoi. Ouais, il faut pouvoir... Un deck rôdeur, un deck piège, un peu jouer ça aussi. Ça permet d'aller foutre un ennemi dans un piège que tu viens de jouer. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai, c'est pas bête. Et ça te réduit ton coût pour le prochain allié. L'alliance de rôdeurs du Nézin, ça colle bien. Hein. Les deux thèmes collent bien. Il y en a qui sont, je vais dire, qui jouent plutôt au piège, les autres qui sont plutôt costauds. Donc tu couvres tous les aspects du terrain, je vais dire, avec cette combinaison. Donc ça peut bien rentrer. C'est ça. Bon, c'est une petite carte sympa, moins de niche que la précédente, j'ai l'impression. Oui. Honnêtement, j'aime bien ce type de carte. En fait, c'est une carte qui permet d'accélérer les sorties. Oui, c'est ça. Moyennant une accélération du deck de rencontre aussi. Ouais. Mais l'ennemi, tu peux le choisir. L'ennemi, tu le choisis parmi les 5. Tu le choisis parmi les 5. Et puis, généralement, tu sais quand tu peux jouer ça. Tu sais, ah bah ok, j'ai de quoi accueillir un ennemi supplémentaire. Ok, on met ça, quoi. Ouais. Oui, donc c'est à tester. C'est pas dégueu du tout. Voilà. Et je pense que nous avons fini les cartes classiques. On a fini les cartes classiques. Enfin, Sméagol n'était pas une carte classique. Mais bon, on vous a dit qu'il n'y avait pas qu'une seule nouveauté. C'est ça. On a décidé quand même de voir Sméagol avec les héros, comme on fait d'habitude. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui viennent d'ici et qui sont vraiment très uniques, finalement. Ouais. Deuxième grande nouveauté, parce que ce ne sera pas la dernière, j'ai dit deuxième, j'ai pas dit seconde. Donc, deuxième grande nouveauté de cette boîte de luxe, c'est l'apparition d'une carte mythique. Ouais. Enfin, en dehors des extensions de saga. Ouais, ça veut dire que c'est jouable sur tous les scénarios. Ouais, exactement. Il s'agit de l'anneau unique. Eh oui, le voilà, l'anneau unique, et quelque part... Et c'est quelle sphère, chef? C'est pas de sphère. Il n'a pas de sphère. Ça marche comment, dis-moi? Eh bien, l'anneau unique, il nous dit... il faut, en fait, quand tu builds ton deck, tu peux choisir d'attacher l'anneau unique à un terreau. Voilà, c'est tout. Tu peux choisir, voilà, je choisis de mettre l'anneau unique dans mon deck. D'accord. Donc ça ne te coûte rien, il n'y a pas de ressources match, il n'y a rien. Voilà, c'est juste une carte de... Ça te coûte quand même un truc. Hein. Oui, mais ça on va le dire. Ça ne compte pas non plus dans les 50 cartes de ton deck. Donc voilà, c'est une option de build, quelque part. Voilà, j'ai envie de jouer avec l'anneau unique, je joue avec l'anneau unique. Donc l'anneau unique, c'est à moi de le lire. Oui, c'est à toi. Donc l'anneau unique, il a les traits art. Donc c'est une carte qui est un attachement, qui a les traits artefact, anneau et maître. Il est restreint et il est immunisé aux effets de cartes non maîtres. Ça veut donc dire on peut pas se le faire défausser. Ouais, par aucun moyen, sauf par une carte maître éventuellement. Mise en place, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, attachez cette carte à un héros que vous contrôlez et cherchez une carte maître dans votre deck, ajoutez-la à votre main et mélangez votre deck. Donc en gros tu vas avoir une carte en plus. Donc
Le premier tour, on a 8 cartes en 1 au lieu de 7. Voilà. Okay. La valeur éliminatoire de votre niveau de menace est réduite de 5. Ça, c'est la contrepartie. Tu joues avec l'anneau unique, tu es éliminé à 45 de menace. Si l'anneau unique quitte le jeu, les joueurs ont perdu la partie. C'est une autre contrepartie. Ouais, mais bon, comme il ne quitte le jeu que... Enfin, il ne va quitter le jeu que si le héros attaché meurt. Voilà. Donc voilà. Et alors, on parle d'événements maîtres. Oui, parce qu'on va voir un petit peu ce que ces cartes maîtres nous apportent. Parce que là, bon, on ne sait rien dire sur cet anneau unique si on ne sait pas ce qu'il nous apporte comme avantage. Alors, donc, dans les événements maîtres, il y a 3 événements neutres. Donc, le premier, c'est... Où est le titre? Il est là. L'anneau de puissance. C'est un événement qui a le trait de maître qui dit action, incliner l'anneau unique et augmenter de 1 votre niveau de menace. Pour redresser le héros auquel l'anneau unique est attaché, ce héros gagne plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense jusqu'à la fin de la phase. C'est gratuit. Hein. Et oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc c'est gratuit, c'est neutre, donc c'est jouable. Dans tous les decks. Voilà, for free, poum, plus 1, plus 1, plus 1, et je détape un héros. Pour 1 de menace. Pour 1 de menace, oui. C'est le truc que ça coûte. Plus 1 de menace. Ce qui est très fluff en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, tu es corrompu par le pouvoir de l'anneau, tu as un petit boost d'attaque. Voilà. A priori, on peut pas dire que c'est mauvais comme effet. C'est gratuit, plus 1, plus 1, plus 1, et de la détape. Voilà, c'est gratuit, c'est bon. Enfin, il y a rien à dire en fait. C'est gratuit, c'est bon. C'est pas mirobolant, mais c'est bon. Oui, ça peut clairement se jouer. Clairement, absolument. Et ça peut se jouer un peu partout. En fait, ça peut t'amener des solutions dans un deck où tu pêches un peu dans un compartiment. C'est ça. Voilà. Alors, voyons un petit peu la deuxième carte maître de la boîte. Elle est neutre aussi, elle est gratuite aussi, c'est un événement aussi. L'anneau souverain. Donc il y a donc le trait maître. Combat action. Incliner l'anneau unique et augmenter de 1 votre niveau de menace. Donc on reconnaît la mécanique, hein, c'est la même mécanique. Pour choisir un ennemi non Nazgûl engagé au combat avec vous. Jusqu'à la fin de la phase, cet ennemi ne peut pas vous attaquer. C'est une feinte gratuite. Pour un menace. Pour un menace, une feinte personnelle, hein, gratuite. Donc tu peux la jouer chez les copains, mais tu peux la jouer pour toi. Donc tu as une feinte gratuite, donc c'est bon aussi, hein, rien à dire. Pour un menace. Et puis la troisième. La troisième, c'est le maître anneau. Qui est toujours gratuit, qui a toujours le trait de maître, qui dit toujours incliner l'anneau unique et augmenter de 1 votre niveau de menace. Tous les autres disaient aussi incliner? Oui. Ok. Pour annuler les effets d'une carte de rencontre tout juste révélée du deck de rencontre et la défausser. Ensuite, révéler une carte de rencontre. Zut. J'ai cru que c'était un cancel. C'est pas un cancel, c'est du Feria, quoi. C'est le même pouvoir que Feria. C'est plus ou moins la même chose que Feria. C'est pareil que Léanor. Sauf que Léanor n'annulait qu'un effet une fois révélé. Ouais. Ici, c'est une carte de... Ah oui, donc si tu es un ennemi gros bien bourrin, t'es peut-être bien content de pouvoir jouer ça. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est peut-être le moins... C'est le moins excitant des trois parce que tu vas quand même te manger une carte de rencontre derrière. Ouais. Donc on a 3 cartes qui nous offrent des outils bien connus. Du cancel, de la feinte et de la détape boost, la détape burst. Tout ça pour le modeste coût de 9 de menace, plus l'anneau unique. Si tu joues les 9 cartes. Oui, si tu joues mais je théorise ici. Hein. Plus les 5 de menace. Ça fait 14. Ça fait 14. Hein. Donc de tes 50, tu passes à 36. Oui. Entre guillemets. Hein. Oui. Bon, maintenant tu vas pas jouer ça en vaillant. Disons que si tu le joues, ou alors tu le joues en vaillance pour justement atteindre la vaillance le plus vite possible. Ou alors tu joues ça avec notre ami Frodon qui diminue à chaque tour de 1 et en moyenne, comme tu vas sans doute pas jouer ça à chaque tour, ben tu vas... C'est quand même bien fait, c'est vraiment pile poil designé pour rentrer sur Frodon hein, cette affaire. Hein, faut quand même reconnaître. Oui. Évidemment. Et donc, que penser de cette mécanique maître? Il est probable qu'on va avoir d'autres cartes maîtres dans ce cycle, non? Je sais pas trop, parce que je veux dire, ça doit rester des choses simples, peut-être au niveau des lieux, un gestionnaire de lieux. Oui, pas un réducteur de menace, ça non. Un gestionnaire de lieux, ouais. Gestionnaire de lieux, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. Un piocheur. On n'a pas? Un piocheur. Ouais, mais piocheur, t'as déjà la rune d'Iron qui
qui est gratuit, qui te fait piocher. Je vois pas... Enfin... Ouais, je sais pas. Mais je ne m'attends pas à en voir une myriade, mais peut-être une ou deux. Oui, voilà. Voilà. Qu'en penser, c'est vraiment... ça oriente le deck building, c'est une option supplémentaire. Donc c'est toujours bien. C'est ça. Et là, j'ai envie de dire... c'est for free. Enfin, c'est for free. T'as pas de contrainte de deck building avec ça. Tu as envie de mettre ça. C'est gratuit. T'as pas de feinte dans ton deck, t'as envie d'avoir une feinte. Ben, tu mets ça. Ouais, c'est peut-être les cartes les plus faciles à rentrer. Voilà, c'est extrêmement facile à rentrer en fait. Voilà, c'est des cartes qui sont des effets faciles à rentrer. T'as besoin d'étapes gratuites faciles avec un petit boost. Voilà, tu mets ça. Tu veux un cancel pour vraiment la carte chiante que t'as pas envie d'avoir qui va te tuer ton deck, ben tu mets ça. C'est peut-être l'effet que je joue à moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un remplacement. Mais voilà, mais à chaque fois c'est une, pour moi, une solution B, un plan B quand le plan A n'est pas possible de mettre dans ton deck. Tu joues pas tactique, t'as pas de feinte, ben tu vas jouer ça. Voilà, ouais. C'est un petit peu ça, bon, comme ça que je le vois. Ça te donne la possibilité de jouer des effets que t'as pas dans certaines sphères. Moi, voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est pas quelque chose que je vais jouer, à mon avis, délibérément là-dessus, sauf éventuellement avec un Frodon ou avec un deck secret. Oui, ou alors si tu pars sur un trip un peu thématique. Voilà. Pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Et ce n'est pas la seule nouveauté de cette boîte, parce qu'il y a une troisième nouveauté. Ouais, et c'est un nouveau type de carte. Un truc qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et oui. Donc, autant le maître anneau, bon, bah, ça reste un attachement, c'est vrai que c'est pas dans une sphère, mais ça reste un attachement. Autant ce nouveau type de carte, bah, c'est cher. C'est les contrats. Les contrats, donc, contrat, c'est un type de carte que l'on peut choisir au moment où on build son deck. C'est ça. Et ce contrat ne compte pas dans la taille de votre deck, mais va vous donner une contrainte, donc une contrainte de deck building, des conditions de deck building. Si vous rencontrez ces conditions, alors vous pouvez retourner la carte contrat et bénéficier d'un avantage qui est honnêtement un bon gros avantage de chez nous, comme on dit. Alors, on va vous dire ça tout de suite. Donc, Shep, le contrat ici qui s'appelle... Le contrat ici s'appelle... Communauté. Communauté, oui. Et ça dit en contrainte, vous ne pouvez ni jouer ni mettre en jeu d'alliés non uniques. Voilà. Forcé, quand vous contrôlez exactement 9 personnages uniques, retournez cette carte. Voilà. Donc ça te force à jouer la communauté. Comme son nom l'indique, 9 personnages uniques. Tu crées ta communauté. Oui, tu crées ta communauté, ce sera peut-être pas... Non, ce sera peut-être pas la communauté, mais tu crées ta communauté. Par contre, quand on est de l'autre côté... Ouais. Moi, j'aime bien parce que vous ne pouvez ni jouer, ni mettre en jeu d'alliés. Voilà, c'est plafonné à 9. Voilà, t'es à 9, et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est 9 personnages uniques, donc déjà tu commences avec 3 héros. Donc finalement, c'est jouer 6 alliés. C'est jouer 6 alliés. Ça dit jouer 6 alliés uniques. Ouais. Et le bénéfice est que chaque personnage gagne plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Et un forcé. Quand un personnage que vous contrôlez quitte le jeu, retournez cette carte. C'est logique. On retourne en dessous du seuil. Du coup, il faut de nouveau qu'on atteigne le seuil des 9. C'est ça. C'est très fluff. C'est chouette parce que ça permet d'encore une fois renouveler le deck build. Et j'aime bien qu'il te propose une contrainte de deck building qui sort complètement de toutes les possibilités de deck building qu'on avait déjà. Je veux dire par là que ça, c'est pas du Rodin, c'est pas du Nedin, c'est pas du Gondor, c'est pas du Hobbit, c'est pas du terre extérieur, tu vois, c'est tout à fait inédit. Et c'est pas lié à un trait, c'est lié à un attribut de la carte. Un attribut de la carte unique. Il faut des alliés uniques. Ah oui, ok. Donc c'est lié à un attribut de la carte. Okay. Je sais pas comment appeler ça autrement. Donc c'est lié à un attribut de la carte et ça, il n'y avait pas d'effet comme ça ou peu d'effets comme ça jusqu'à présent. Et donc ça t'oblige à builder un deck bien spécifique. Et ça j'aime beaucoup. Et l'effet, dans ce cas-ci, l'effet il est évidemment super fort.
Sachant que tu as 9 personnages, ça te fait plus 9, plus 9, plus 9, globalement. Ouais, maintenant, c'est plutôt sympa. Avant d'arriver à ce boost, il faut placer ces 6 personnages. Ah bah oui, c'est pas forcément quelque chose qui va se passer comme ça. Hein. Exactement. Et donc, tu vas galérer jusqu'à avoir tes 9 personnages, parce que tu vas sans doute galérer, puis une fois que tu les auras en place, il faut les maintenir, parce que dès qu'il y en a un qui saute, boum, tu retombes dans les conditions de la phase 1, et donc tu perds ton boost. Et voilà, mais une fois que tu as tes 9 et que tu es installé, avec ce plus 1, plus 1, plus 1 sur tout le monde, ma foi, il y a de quoi voir venir. Ouais. Donc c'est à tester, c'est sympa. Moi je crains quand même que ce soit quand même assez difficile à tenir. Tu dois jouer un deck flash quoi pour. Ouais, il faut monter un 9 le plus vite possible. Donc oui, un deck flash avec des très bonnes histoires, des aides opportunes. Oui, il y a certainement moyen de faire ça. Hein. D'autant que tu peux mettre des alliés qui coûtent pas forcément trop cher, comme ça tu joues aussi sur le fait de mes alliés uniques ça peut être des trash. Tu les as peut-être en plusieurs fois dans ton deck. Ouais, je vois encore bien un petit deck Arad autour de ça. Ce serait thématique. Hein. Donc communauté des Arad. Donc c'est assez comique. Donc non, c'est sympa. Cette carte, il y en aura plus d'autres, des autres, hein, des cartes communautés. Je me souviens plus laquelle est la deuxième. On va pas la spoiler, hein, on la connaît, mais on va pas la spoiler. Je me souviens plus de toute façon. Tu peux pas jouer d'allié du tout. Ah oui. Mais tu peux avoir des attachements restreints x2. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il faut le dire plus fort. Mais non, on va pas le dire plus fort. Ok. Ouais, ce sera pour la prochaine Open the Box. Et donc, voilà qui clôture cette boîte. Eh bien, moi je trouve que cette boîte est pleine d'idées. Oui. Alors, j'ai failli dire de bonnes idées. On va dire d'idées. Alors, c'est plein d'idées, et c'est bien, parce que, ça va vous encourager à faire plein de builds différents. Et donc, ça veut dire que sur cette boîte, qui contient le même nombre de cartes que d'habitude, ça vous fait partir dans au moins 3 directions de deck build différentes. Quoi. Il y a le build Smeagol, il y a le build Meltrano, il y a le build Contra. Rien que ça. Ouais. En fait, je crois que jamais une boîte n'aurait été aussi riche. Nous a apporté autant de nouveautés. Ouais. Et ça en vient presque dommage de se dire que c'est la dernière pour l'instant. Tu vois ? D'apporter ces nouveautés qui offrent un potentiel gigantesque. Mais ce qu'il y a, c'est que ça renouvelle tout ton pool de cartes. Et c'est super intéressant. Mais du coup, c'est dommage. En espérant qu'ils sortent un contrat par paquet pendant tout le cycle, on n'aura que 7 contrats. Moi, j'aurais presque eu envie d'en avoir plein d'autres des contrats pour... C'est déjà bien, je pense. Ouais, c'est vrai. Parce que, je veux dire, il y a un moment où tu vas faire un peu le tour, quoi. Il faut pas non plus que tu aies un contrat qui dise, dans un deck Sylvain, mettez pas de nain ou des conneries comme ça, tu vois. Je veux dire, c'est pas un contrat, c'est juste fluff. Oui, c'est vrai que, à mon avis, je vais voir jusqu'où vous se creuser dans les contrats. Voilà, ici, communauté, en plus, c'est un super thème. Et je suis certain qu'il y a des gens qui vont s'amuser à faire la vraie communauté avec les 4 oui, évidemment, mais ils n'ont pas attendu ça pour le faire, hein. Ils l'ont déjà fait, mais ici, ça va être reconnu avec ce boost pour tout le monde, ça va être bien. Ouais, donc voilà, mais c'est une excellente surprise cette boîte, vraiment, vraiment très très content. Et les scénarios, ah oui, les scénarios sont très chouettes. Ils sont sympas, hein, les scénarios. Honnêtement, ils sont tous les 3 sympas. Alors voilà, il y a du niveau, mais c'est le cycle 9 après tout, hein. C'est le Mordor aussi, hein. J'ai envie de dire, le premier scénario... C'est faisable. Ça va. C'est abordable. C'est abordable pour un deck, les ennemis sont pas trop méchants. Non, les ennemis en soi, ils sont pas méchants. Voilà, il y a notre mécanique, on va pas vous spoiler, mais voilà. Le deuxième, eh bien, ça dépend un peu de comment ça sort. Oui, c'est ça, tu vas parfois le jouer, ça va aller tranquille, et tu vas parfois le jouer, tu peux pas gagner. Ceux qui ont aimé les craintes de l'intendant, donc le premier scénario du cycle 3, ceux qui ont aimé ce scénario-là, adoreront celui-ci. Et le troisième, comme d'habitude, le troisième scénario d'une boîte, il est bien bourrin. C'est pas que bourrin, c'est dans tous les compartiments du jeu, c'est pas que la fight en fait.
c'est dur. C'est dur, mais on vient de le finir. On vient de le finir sur un tour dernier. En fait. Voilà, soit on gagnait ce tour-là, soit on avait perdu. On a quand même sorti la grosse artillerie Noldor. Oui, un double deck Noldor avec des seigneurs de l'Eldar. L'épée qui fut brisée d'un côté. Oui, il y avait un Aragorn qui traînait, forcément. Donc, donc voilà, bon, voilà, c'est du lourd. C'est du lourd, mais il est plaisant à jouer, C'est chouette. Voilà. Donc foncez, une excellente boîte, vraiment. Allez, sur ce, n'oubliez pas de continuer à nous soutenir, hein, et très très bientôt on va commencer sur la ZAJC TV. Vous savez quoi? Tu sais quoi, Ryzen? Je sais pas trop. Le Hero Contest, il arrive, il est presque prêt, il est là, il approche très bientôt sur la ZAJC TV, le Hero Contest. Hero Contest avant ou après la fin du cycle? Enfin, je veux dire, on attend la fin du cycle pour le commencer ou pas? Non, en fait, les héros du Hero Contest ne prendront même pas en compte Sméagol et Frodon. D'accord. Donc il a déjà été bouclé avant la sortie de cette boîte. D'accord, ok. Donc Sméagol et Frodon, ce sera pour le Hero Contest 2020. D'accord. D'ici là, non, tu voulais... j'allais poser des questions, mais tu présenteras ça... Oui, on a déjà beaucoup digressé, il est tard, le rouleau à pâtisserie m'attend, et... et donc, je vais y aller. Allez, salut. Salut.